ça parce que sur Internet, vous trouverez le texte un peu plus détaillé de ce que je vais raconter. Donc, vous allez sur ce site-là, http diffusion avec un seul F, parce que c'est des initiales de quelque chose, donc ça donne une faute d'orthographe au total. ULBACBE. Et puis vous tapez mon nom et puis vous voyez apparaître conjecture de point carré et vous cliquez là-dessus et vous avez tout le texte avec un peu plus de détails que maintenant. Bon, alors première question, qu'est-ce que c'est qu'une conjecture? Eh bien, en général, en mathématiques, on s'attend évidemment à avoir des théorèmes. Donc on a un énoncé et puis une démonstration. Mais quand les mathématiciens font des recherches, ça arrive très souvent qu'ils aient l'idée qu'un théorème est vrai, mais ils n'arrivent pas à le démontrer. Alors s'ils trouvent que c'est intéressant quand même, ils l'annoncent sous forme d'une conjecture. Donc c'est un énoncé qu'ils pensent être vrai, mais qu'ils ne savent pas démontrer. Alors il y a plusieurs cas. Parfois quelqu'un le démontre quelques mois après. Ça veut dire que l'auteur aurait dû s'acharner un peu plus avant de dire que c'est une conjecture. Et puis il y a des conjectures qu'on ne résout jamais parce que finalement ça n'intéresse personne. Il y a des énoncés qu'on peut faire qui ne sont pas intéressants et donc qui sombrent dans l'oubli. Et puis il y a les vraies conjectures, je dirais, qui sont difficiles ou parfois très difficiles à démontrer et dont l'importance à l'intérieur des mathématiques augmente avec le temps, et c'est le cas de la conjecture de Poincaré. Et donc, comme annoncé sur la petite annonce de l'exposé, elle a été énoncée par Poincaré en 1904 et elle a été démontrée, disons, en 2003, mais le temps de vérifier tous les détails de la démonstration, on était en 2006. Donc, elle a tenu un bon siècle. Alors, avant de donner l'énoncé de cette conjecture, je vais parler de résultats plus anciens, qui sont les résultats du 19e siècle, qui ont motivé l'énoncé de cette conjecture. Et en fait, je vais vous parler de la classification des surfaces. C'est un des grands résultats du 19e siècle. C'est une classification, donc une liste de toutes les surfaces. Alors bon, en mathématiques, il faut parfois être un peu plus précis. De quelle surface est-ce qu'on parle? De quelle surface on ne parle pas ici. Et je vais procéder en prenant des exemples. Un exemple assez évident de surface, c'est le plan. Je dirais que ça, c'est une surface qui part à l'infini. De la même façon, on pourrait penser à un cylindre de longueur infinie. De nouveau, il part à l'infini. Eh bien, on ne va pas traiter celle-là. On restreint un petit peu le sujet. Donc, on va regarder uniquement des surfaces qui ne partent pas à l'infini. Alors, il y a aussi des surfaces qui ont un bord. Voilà un exemple de surface, plus ou moins, mais elle s'arrête le long du bord qui est là. Il y a encore quelques chaises ici devant, en fait. Donc, il y a des surfaces qui ont un bord et on ne va pas les regarder non plus. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Il reste pas mal de choses. Je prends des exemples. Le premier exemple auquel on peut penser, c'est une sphère. Okay. Pensez à la sphère qui est placée dans S3. Je précise que quand je parle de la sphère, c'est bien de la surface que je parle. Donc, disons un ballon de foot, si vous voulez. C'est la surface du ballon, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà un premier exemple de surface. Deuxième exemple, je pourrais prendre maintenant un ballon de rugby, c'est-à-dire un ellipsoïde, avec un long axe et deux axes plus courts. Mais je pourrais aussi prendre des surfaces un peu plus tordues, disons. Je peux penser à la surface d'un haricot. Okay. Je peux penser à la surface d'une pomme de terre, un peu compliquée. Enfin, toutes des surfaces
assez compliqué qui d'une certaine façon ressemble à la sphère, parce qu'on peut déformer la sphère s'il est en caoutchouc pour aller vers ses surfaces. Et clairement, si on veut décrire toutes les surfaces, la sphère, les ellipsoïdes, les haricots, etc., on ne s'en sortira pas. Il y a trop de surfaces différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est changer le problème. On va se dire que quand on peut déformer une surface dans une autre, comme si c'était du caoutchouc, eh bien on parle de la même surface. Donc quand on parle de la sphère, à ce sens-là, ça inclut les ellipsoïdes et d'autres surfaces plus compliquées. Première chose. Deuxième chose, on pourrait, si on a cette sphère en caoutchouc, la déformer, mais en faisant des plis et en faisant des coins. Donc on pourrait prendre par exemple un cube. Si j'ai une sphère en caoutchouc, un ballon, eh bien je pourrais le déformer pour en faire un cube. Et donc quand on parle de surface, rien qu'avec cette sphère, ben, on a déjà trois objets mathématiquement différents. On a la surface, disons, avec des distances. Autrement dit, je peux distinguer la sphère de l'ellipsoïde si je peux mesurer des longueurs. Et donc mesurer des distances entre deux points. Ça, c'est la première catégorie, disons, de surface. Ensuite, je peux déformer vers un ellipsoïde ou quelque chose comme ça, mais sans faire de plis. Je fais une déformation sans faire de plis. On parle alors, ben, je vais employer un terme technique, mais on parle de classification C infini. Pour ceux qui connaissent ça, ça veut dire que la fonction qui va d'une surface à l'autre a toutes les dérivées de tous les ordres qu'on veut. Et puis il y a les surfaces où on admet les plis et les coins. Et là, on parlera de surface topologique. Ok, donc quand on parle de classifier toutes les surfaces, ça peut être dans trois domaines différents. Et celui dont on parle ici, c'est le domaine topologique. Bon, et jusque-là, ben, je n'ai parlé que d'une seule surface topologique, c'est donc la sphère. Et ça pourrait aussi bien être un cube ou un autre polyèdre. C'est toujours ce que je veux appeler la sphère. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ben oui. L'exemple suivant, ça sera le tore. Ok, si vous voulez, c'est une chambre à air ou un pneu. Et c'est une autre surface. Vous vous rendez bien compte que même quand on peut déformer une surface en caoutchouc, si on part avec un pneu, on ne va pas le déformer en un ballon. C'est évidemment pas possible. Ou bien il faudrait découper. Mais si on découpe, ça tout devient impossible. Donc on n'admet pas qu'on découpe. Donc la sphère et le tore sont des surfaces différentes. Alors on peut faire une construction qui va donner un bon paquet de surfaces. Je prends deux tores. Et puis dans chacun des deux, je découpe un disque que j'enlève. Donc je fais ici une courbe fermée et j'enlève ici pour faire un trou. Donc ici j'ai maintenant une surface mais qui a un bord qui est un cercle. Là aussi, eh bien, je vais coller les deux en mettant un petit pont entre les deux. Et ce que j'obtiens alors, eh bien, on va l'appeler par exemple un tore à deux trous, ou on parlera aussi d'une surface de genre 2, puisqu'il y a deux trous. Et puis rien n'empêche de continuer, évidemment, on peut en coller ensemble autant qu'on veut. Alors elles sont topologiques, donc elles peuvent avoir un aspect assez déformé, mais donc voilà une surface qui a 4 trous, donc une surface de genre 4. Donc voilà une première famille de surfaces. Alors pour faire une deuxième partie
de surface. On sort un exemple que j'espère vous connaissez tous et que vous avez tous fait depuis l'enfance, c'est le ruban de Moebius. Alors, matériel expérimental. Ici une bande de papier. Si je la replie comme ceci et que je l'enroule, ben, j'obtiens un cylindre. Okay. Et si maintenant, au lieu de faire ça, je commence par faire un demi-tour avec ce côté-là, et puis que je le colle, eh bien j'obtiens une autre surface qui s'appelle un ruban de Moebius. Si vous n'avez jamais fait ça, faites-le quand vous rentrez chez vous. Vous verrez que par exemple, si vous voulez colorier une face en rouge et l'autre en bleu, ça ne va pas marcher, parce que si vous commencez à peindre en rouge, ben, vous peindrez tout en rouge, il n'y a qu'une seule face, de la manière dont elle se replie. Donc ça, c'est le ruban de Moebius. Je peux vous rassurer, Moebius a fait d'autres choses dans sa carrière de mathématicien que faire un demi-tour à une bande de papier. En fait, il y a pas mal de travaux faits par Moebius. Donc si je schématise ce ruban de Moebius, ça me donne quelque chose comme ça. Ok, ça c'est une représentation du ruban de Moebius. Alors quel est le bord du ruban? Ben, pour voir le bord, je vais simplement suivre. Je pars d'ici, je progresse comme ça continue, et je reviens au point de départ. Et j'ai parcouru tout le bord. Ce morceau-là est sur le même morceau que celui-là. Donc, le bord du ruban de Moebius, c'est un cercle. Alors, si j'ai un cercle, ce que je peux faire, c'est prendre un disque, donc l'intérieur d'un cercle, et le coller sur ce cercle-là. Alors ça, on ne peut pas le représenter facilement dans l'espace et encore moins sur une feuille. Quand on colle un disque sur le bord du ruban de Moebius, on obtient une surface, et cette surface s'appelle le plan projectif. Donc, plus disque égale plan projectif. Alors, vous avez peut-être vu le plan projectif d'une façon tout à fait différente, comme l'ensemble des directions dans R3 ou quelque chose comme ça, avec une structure d'espace avec des droites et compagnie. Ben, je vous rassure, c'est le même espace projectif, simplement on l'a peut-être déformé comme on se permet de le faire. Et puis ce qu'on peut aussi faire pour faire d'autres surfaces, c'est prendre deux plans projectifs, faire un trou dans chacun des deux et les coller ensemble, comme on l'a fait pour les torts. Et on peut en coller 3 ou 4 ou autant qu'on veut. Et donc, avec tout ceci, on a cette liste d'exemples, la sphère, les sommes, disons, de tores, somme de tores, et les sommes de plans projectifs. Eh bien, le résultat du 19e siècle, c'est que ceci n'est pas seulement une liste d'exemples, c'est la liste de toutes les surfaces. Et chacune apparaît exactement une fois dans la liste. Donc vous prenez une surface n'importe laquelle, vous pouvez être assuré qu'elle est dans cette liste. Et de plus, cette liste, toutes celles qui sont là-dedans sont différentes les unes des autres. Donc on a très précisément une description et une classification de toutes les surfaces. Alors, dans ces surfaces, on va considérer une propriété qui est la suivante. Je prends l'exemple de la sphère, et sur cette sphère, donc sur la surface de la sphère, je vais prendre une courbe
continue qui part d'un point et qui revient au même point. Donc disons une courbe fermée. Eh bien, vous imaginez bien que sur la sphère, on va pouvoir déformer cette courbe pour la ramener entièrement sur le point. Donc ici, je vais simplement doucement tirer dessus, de plus en plus. Ok, donc partant de cette courbe, je la déforme et je la mène sur un point. Et sur la sphère, on peut faire ça avec n'importe quelle courbe. Si maintenant on est sur le tore, ben là ça ne marche pas. Si par exemple je prends cette courbe-ci, c'est bien une courbe fermée, mais vous voyez aussi qu'on ne va pas arriver, sans la couper bien sûr, on ne va pas arriver à la déformer pour la ramener sur un point. Et c'est la même chose sur toutes les autres surfaces. Sur celle-ci, en fait, il y a un tas de courbes. Voilà, celle-là, on ne peut pas la ramener sur un point. Celle-là non plus. Ces courbes sont coincées. Et si on regarde toute la liste, on arrive à la conclusion que la sphère est la seule surface telle que toutes les courbes peuvent se ramener sur un point. Alors là, on va donner une définition, ça va être plus ou moins la seule de l'heure. On dira qu'un espace est simplement connexe c'est ça ce qu'on définit, c'est simplement connexe. Eh bien, si toute courbe peut se déformer en une constante en restant dans l'espace. Donc, si toute courbe fermée peut se déformer en un point. Et donc, les exemples que vous démontrez vous convainquent plus ou moins que la seule surface qui est simplement connexe, c'est la sphère. Autrement dit, on a l'énoncé. Si une surface est simplement connexe, alors c'est la sphère. Et ceci est, disons, le point de départ de la classification des surfaces. Eh bien, la conjecture de Poincaré, c'est simplement une extension avec une dimension de plus. Quand on parle de la sphère, disons de la surface dont je viens de parler, et je vais l'appeler S2, eh bien S2, je peux la voir comme étant dans l'espace R3. Okay. Alors, dans R3, j'ai trois coordonnées, x1, x2 et x3. Ça me donne des points qui se baladent dans R3. Et la sphère, c'est simplement dire que x1 carré plus x2 carré plus x3 carré est égal, par exemple, à 1 pour une sphère de rayon 1. Donc ça, c'est la surface qu'on appelle la sphère. Ben, du coup, c'est pas difficile à généraliser. On va se mettre dans R4 et on va définir la sphère, disons, S3 dans R4. Ben, simplement, on ajoute une variable. On a maintenant des variables x1, x2, x3, x4. Et puis la sphère, c'est x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus x4 carré égale 1. Et là, on visualise plus ce qui se passe, évidemment, parce qu'on ne voit pas, c'est difficile de voir ce qui se passe dans R4 et donc dans S3 également. Eh bien, la conjecture de Poincaré, c'est simplement l'énoncé suivant. Tout espace de dimension 3 simplement connexe est la sphère. C'était vrai en dimension 2. Et donc, ce que Poincaré demande, c'est si c'est vrai dans les dimensions, en dimension 3, donc dans R4.
Alors c'est un énoncé qui est simple, et dans l'esprit de Poincaré, ça doit être le point de départ d'une classification peut-être des espaces de dimension 3. Et donc il a énoncé ceci en 1904, comme indiqué, ça a été finalement démontré en 2003, et les détails ont été vérifiés en 2006. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose des questions comme ça? Pour Poincaré, il y avait effectivement la volonté de comprendre tous les espaces de dimension 3. Mais il y a d'autres aspects à voir. Si on arrive à résoudre, c'est-à-dire à démontrer cette conjecture, d'une part, c'est chouette parce qu'on a fait quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire, et ça, c'est toujours évidemment très agréable. Mais d'autre part, pour arriver à démontrer ces énoncés difficiles, on est obligé de créer des nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes, par la suite, vont s'appliquer à un tas d'autres sujets. Donc c'est une façon d'aborder les maths, c'est de poser des problèmes, peut-être trop difficiles, on n'a peut-être pas de chance de les résoudre, mais enfin, en essayant, on pourrait arriver à avoir des résultats partiels. Et pour la conjecture de Poincaré, en fait, énormément de mathématiciens ont essayé, pour citer une vingtaine de noms de mathématiciens qui ont été jusqu'à écrire la démonstration, en croyant que c'était complet. Et puis eux-mêmes ou d'autres ont trouvé une faille dans la démonstration. C'est une des conjectures les plus dures, dans le sens où elle donne lieu à beaucoup d'erreurs. Alors historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qui s'est passée, il a fallu attendre longtemps, jusqu'en 1960 à peu près. Ce sont des travaux de Stephen Smale qui concernent non plus la surface S3, mais disons la surface Sn. Alors Sn, enfin je dis la surface, c'est pas une surface, c'est un espace de dimension n. Sn, on peut le voir comme étant dans R n plus 1. Okay, quand je commence à écrire des coordonnées, je peux aller jusqu'où on veut. Donc, je prends un espace de dimension n plus 1, et là-dedans, je peux définir la sphère. Eh bien, le résultat tout à fait stupéfiant que Smale a obtenu, c'est que si on prend Sn et que n est supérieur ou égal à 5, eh bien, la conjecture est vraie. Comme elle est vraie pour S2, on doit se dire que S3, c'est quand même le cas suivant, et que donc la complication devrait augmenter avec la dimension. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Quand on prend des très grandes dimensions, c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais en 60, Smale pouvait le faire. Remarque au passage, pour ce travail, il a obtenu la médaille Fields. On parlera souvent de médaille Fields, c'est la récompense peut-être suprême pour un mathématicien. Et il l'a obtenu pour ce résultat. Alors peut-être quelques mots pour Smale, parce qu'il y a quelques personnages assez colorés dans cette histoire. Smale est né en 1930 dans un village qui s'appelle Flint, dans le Michigan, dans une ferme, très loin de la ville la plus proche, et dès lors il a fait ses études à l'école du village. Et l'école du village, c'était une seule classe, avec un seul instituteur, pour tous les élèves de 6 à 15 ans. Donc, ils étaient tous dans la même salle, et le prof devait passer de l'un à l'autre, et arriver à faire des cours qui convenaient pour, disons, 9 classes différentes. Je ne recommande pas ça comme réforme de l'enseignement, je vous rassure tout de suite. Mais en sortant de ça, Smale a présenté l'examen d'État en mathématiques et il est arrivé premier. Et puis il est entré à l'université. Pendant quelques années, il s'est occupé d'activisme politique, je dirais. Il n'a pas fait grand-chose. Jusqu'à ce qu'un de ses profs lui dise que bon, maintenant il était quand même temps de s'occuper au minimum d'avoir un diplôme. Donc il s'est mis à travailler en mathématiques. Et finalement, il a fait des contributions
remarquable dans 5 domaines différents. La géométrie, comme ici, les systèmes dynamiques en lien avec la théorie du chaos, l'économie et l'informatique. Il a toujours une manière personnelle de travailler. Pendant tout un temps, il avait une bourse du gouvernement américain pour aller faire ses recherches dans un institut à Rio de Janeiro. Il y a vraiment un excellent institut de mathématiques à Rio de Janeiro. Mais pour Smale, ça voulait dire aller le matin à l'institut, l'après-midi à la plage et le soir aller danser la samba quelque part. Au point où l'organisme qui lui donnait sa bourse a dit que bon, il devait peut-être se mettre à travailler. Mais en fait, il a sorti la liste des théorèmes qu'il avait obtenus à la plage et ça suffit pour convaincre qu'il méritait sa bourse. Et c'est vrai qu'on parle encore toujours des résultats de Smale en disant si ont été faits à la plage ou pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça en dimension 5 et pas dans les dimensions 3 et 4? Bon, c'est très compliqué, je ne connais évidemment pas la démonstration, elle est très compliquée, mais disons l'idée c'est qu'on veut faire des déformations partant de cet espace, on veut le déformer en la sphère. Et vous voyez déjà que quand je parle de déformer, ben j'agite les coudes, et en dimension 6, j'aurai beaucoup plus de place pour agiter les coudes. Et c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on a plus de place disponible, plus de dimensions par où on peut faire des déformations pour arriver au résultat. Et en fait, le cas de la dimension 5 est plus difficile que la dimension 6 et les suivantes. Donc ça, c'est vers 1960. Et puis, il a fallu attendre 1982 avec des résultats de Friedman, et là c'est le cas de S4. Friedman. Avec de nouveau à la clé d'ailleurs une médaille Fields. Mais donc on arrive 80 ans après l'énoncé de la conjecture à une situation quand même très paradoxale. On sait tout ce qui se passe en dimension 2, on sait tout ce qui se passe à partir de la dimension 4, et la seule qu'on ne sait pas, c'est la dimension 3, et c'est là que la question a été posée. Donc on a résolu tout ce qu'il y a autour, mais ça, pas. Et on est calé. Et effectivement, encore aujourd'hui, on n'a pas de démonstration de la conjecture de Poincaré qui emploierait le même genre de méthode. Je l'ai dit, on est en cadre topologique, c'est-à-dire qu'on peut plier les espaces, on peut faire des coins, etc. La question se pose dans ce cadre-là, où il y a des coins aux espaces éventuellement. Toutes ces démonstrations précédentes étaient dans ce cadre-là, mais ces méthodes ne fonctionnent pas jusque-là, en tout cas en dimension 3. Alors pour résoudre et démontrer la conjecture en dimension 3, il a fallu avoir une idée complètement différente. Et pour expliquer cette idée, je commence en parlant de la courbure des surfaces. Courbure des surfaces. Alors, pour parler de la courbure, ben là, il faut se remettre dans le cadre des surfaces sur lesquelles on peut mesurer des longueurs. Là, on en a besoin. Donc, on change de caractéristiques des surfaces qu'on regarde. Alors, pour décrire ce que c'est la courbure sur une surface, le plus simple, il y a 36 façons de la définir, mais la plus simple pour moi, c'est de regarder sur la surface la longueur d'un cercle. Alors, si je suis dans le plan, et si j'ai un cercle de rayon R, ben, je ne vous surprendrai pas, la longueur du cercle, c'est 2 pi r. Le plan, ben, on va dire que c'est un espace plat, c'est-à-dire un espace dont la courbure est nulle. Maintenant, je me place sur une sphère. Donc voilà une sphère.
passe mon temps à dessiner des ronds, hein, mais parfois c'est des sphères, parfois c'est des cercles. Bon, j'ai ici un point, et je veux regarder un cercle centré en ce point. Alors pour voir ce que c'est qu'un cercle, il faut que je prenne les points qui sont à distance r de ce point-là. Mais pour mesurer la distance, je vais suivre un grand cercle. Je ne peux pas quitter la surface, hein, je dois rester sur la surface. Donc le R se mesure ici. De l'autre côté, ici, le R se retrouve là, et le cercle, c'est cette courbe qui fait le tour de la sphère, et qui est à distance R du pôle. Et vous voyez que c'est à distance R, ben, cette longueur-ci, elle est plus courte que R. Donc, la longueur d'un cercle de rayon R est plus petit que si on était dans le plan. Donc, la longueur de la courbe est strictement plus petite que 2πr. Alors, par convention, dans ce cas-là, quand la longueur est plus courte que 2πr, on dit que la courbure est positive. C'est un choix. On a envie de dire que la sphère est de courbure positive. Courbure positive. Alors, autre exemple de surface, ça serait, disons, la selle de cheval. Vous voyez ce qui se passe sur un cheval, c'est que des deux côtés, la selle descend le long du cheval, et devant et derrière, elle monte. Donc c'est une surface un peu difficile à dessiner, en fait je crois qu'on voit assez bien comme ça. Elle monte des deux côtés, et ici elle descend. Eh bien, si vous tracez un cercle, de nouveau en prenant la longueur mesurée le long de cette selle, vous verrez que là, la longueur est plus grande que 2πr. Donc, allez, pour la selle, la longueur est plus grande que 2πr. On dira dans ce cas-là que la courbure est négative. Et vous pouvez visualiser ça. Hein. Si vous prenez la moitié d'une pelure d'orange et que vous essayez de l'écraser sur la table, ben, elle va se déchirer. Parce que les cercles sont trop courts. Donc quand on veut les mettre sur la table, il faut les allonger, donc ça va les déchirer. Et par contre, si vous prenez une selle de cheval et que vous voulez l'aplatir, ben, elle va faire des plis. Parce que là, les cercles sont trop longs. Donc il y a des plis qui vont se former. Alors, à propos de ces surfaces et de la courbure, il y a un théorème qui est aussi un théorème dur à démontrer, mais qui a été démontré par Poincaré en 1907. Il dit que sur la sphère, il y a une métrique de courbure positive, mais telle que quel que soit le point, les longueurs des cercles autour se comportent de la même façon. Alors on dira que la courbure est constante, parce que quel que soit le point qu'on prend, eh bien l'écart par rapport au cercle est le même. Donc sur S2, on a une métrique, une façon de mesurer les distances avec une courbure constante et positive. Alors si on est sur un tore, ben, le théorème dit qu'il est possible de mettre sur le tore une notion de distance telle que la courbure soit nulle. C'est peut-être pas le tore auquel on penserait en premier lieu, mais on peut faire un tore avec une courbure nulle. En fait, vous pouvez l'imaginer comme un morceau de plan, même que tantôt, voilà un morceau de plan, donc il est plat, il n'y a pas de courbure, et je décrète que les points qui sont là sont identifiés aux points qui sont là. Donc ça revient à rouler comme ça. Et puis je décrète que les points au-dessus sont identifiés à ceux d'en dessous. Et ça, je ne sais plus faire dans F3. Mais donc, cette feuille de papier qui clairement est plate,
un petit bonhomme qui vit là-dedans, il trouve que c'est plat, il ne voit pas d'écart par rapport aux longueurs des courbes, eh bien on peut en faire un tore. Et ce qui est plus compliqué, pour toutes les autres surfaces, eh bien il existe une courbure constante négative. Alors quand on voit ça, on en déduit qu'il y a une façon de reconnaître une sphère. Si on a une surface, on ne sait pas laquelle c'est, mais on sait qu'il existe une notion de distance avec une courbure constante positive, ben ça va être la sphère. Donc on a une façon de reconnaître une sphère. Eh bien, cette façon de reconnaître une sphère, elle fonctionne aussi en dimension 3. Donc, dimension 3, je suppose que j'ai un espace de dimension 3. Si il a une distance ou une façon de mesurer les distances avec une courbure constante et positive, eh bien alors c'est la sphère. Bon, il faut qu'elle soit simplement connexe en plus, je laisse tomber une partie des énoncés de celui-là. Alors, c'est la sphère. Et donc, une façon d'approcher cette conjecture de Poincaré serait d'essayer de démontrer que sur l'espace dont on parle, simplement connexe, on peut choisir une métrique telle que la courbure soit constante et positive. Et ça, c'est le point de départ du programme, je dirais, du premier artisan de la démonstration, c'est Richard Hamilton. Et c'est lui qui a lancé le programme que je vais décrire maintenant. Hamilton l'a commencé et le Russe Perelman l'a continué. Alors Hamilton, c'est aussi un joyeux caractère, très intéressé par le sport, il fait de l'équitation, il fait du surf, il est capable d'aller jusqu'à Hawaï à la saison des vagues pour pouvoir faire du surf. Je l'ai côtoyé pendant un an dans un département de maths à Warwick, représentant, et je dis qu'il y a beaucoup d'ambiance quand il était là. C'était nettement plus agité que d'habitude. Et son idée est la suivante. Mais son idée, c'est basé, je dirais, sur une question de physique. Et cette question de physique, c'est la propagation de la chaleur. Alors, comment se passe la propagation de la chaleur? Je dirais assez bien de façon intuitive. Imaginons que dans cette pièce, il y a un côté très chaud au départ, parce qu'il y a un rétroprojecteur qui chauffe. Derrière, il fait froid parce que la porte est ouverte. Si on éteint tout ça et qu'on attend, eh bien la température va s'uniformiser et à la fin, on aura la même température partout. Donc, partant d'une température variable, si on laisse aller simplement le temps, eh bien la température va devenir constante. Alors, la propagation de la chaleur, elle est décrite par une équation qui a été envisagée par Fourier au XIXe siècle. Donc essentiellement, on a la situation suivante. Je vais supposer que j'ai une barre, de métal ou n'importe quoi, avec une distribution de température au départ. Donc au départ, la température a certaines valeurs. Donc je vais appeler X la variable là le long. Alors grand T pour la température. La température dépend du point, mais elle dépend aussi du temps. On va partir au temps 0 et puis voir l'évolution.
Donc en fait, c'est une fonction de deux variables, la variable x, qui représente l'espace, et la variable t. Eh bien, l'équation qu'écrit Fourier pour la propagation de la chaleur, c'est la suivante, je ne vais pas m'attarder dessus. La dérivée de la température par rapport au temps est égale à une certaine constante fois la dérivée seconde de la température par rapport à l'espace. Bon, c'est bien que les choses se compliquent maintenant, mais c'est un peu inévitable. On a ici une fonction de deux variables, x et t. Ben, dans un premier temps, je pourrais oublier la variable x. Donc j'oublie qu'il y a un x. Il me reste une fonction de t. Et donc je peux calculer la dérivée par rapport à t. Comme si x n'existait pas en quelque sorte. Je peux faire la même chose, je peux fixer t, j'oublie qu'il va varier, et j'ai la dérivée par rapport à x, et on prend la dérivée seconde. Bon, on peut évidemment justifier par des considérations physiques cette équation, mais ce qu'elle veut dire finalement, c'est que si au départ la température est variable comme ceci, eh bien, aux endroits où la température est élevée, il est clair que la chaleur va s'en aller. Et la chaleur va se déplacer vers les endroits où la température est plus basse. Donc ici, la température va diminuer, donc la dérivée de la température va être négative. Ici, elle va augmenter, et ainsi de suite. Et si on attend très longtemps, eh bien, on arrivera avec une température constante. Okay. Tout ça, c'est de la physique du 19e siècle, une physique très intéressante, puisque c'est pour résoudre cette équation de la chaleur que Fourier a inventé des séries qu'on appelle les séries de Fourier et qui servent un peu partout en mathématiques. Alors, on va retenir de ceci simplement une observation tout à fait naïve, c'est que l'équation de la chaleur, avec les dérivées, on peut la voir comme une sorte de machine qui va partir d'une fonction qui n'est pas constante et la transformer en une fonction qui, elle, est constante. Donc c'est une machine à rendre constante des fonctions. Évidemment, ce n'est pas ça l'idée de départ, mais c'est ça que ça fait finalement. Vous avez une fonction, vous la mettez dans l'équation différentielle, vous attendez, elle devient constante. Eh bien, ce que se dit Hamilton, c'est, on va faire la même chose. On a cette variété de dimension 3. Cette variété, ben, elle a des bosses, un peu n'importe quelle forme. On va essayer de trouver une équation qui aura pour effet de la faire se rapprocher, disons, quand on a une bosse, s'écarter quand on a un creux, et avec un peu de chance et beaucoup de travail, si on applique la même équation que l'équation de la chaleur à ceci, ça va devenir une variété de courbures constantes. Cette courbure constante, on va démontrer qu'elle est positive, et alors ça nous dira que cette variété, c'est la sphère, puisqu'on a vu que... Est-ce qu'il y a une pression, ou est-ce qu'il y a une force qui... On va isoler, on va isoler les deux extrémités, pour qu'il n'y ait pas de température, de quantité de chaleur qui entre ou qui sort. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce mouvement, s'il n'y a pas une force, s'il n'y a pas une pression. Ah quoi, ici? Oui. Oui, donc on va écrire une équation qui est similaire à l'équation de la chaleur et qui va provoquer ce genre de déplacement. Mais ça, c'est très schématique. Hein. Je ne sais pas, je peux peut-être simplement écrire l'équation pour ceux qui connaissent ceci, mais c'est une équation très compliquée sur la variété. On a un produit scalaire donc
maintenant, je m'écarte vers des choses nettement plus difficiles. Hein, donc, vous pouvez décrocher si vous voulez, vous pourrez raccrocher après. On suppose qu'on a un produit scalaire, GIJ, qui donne donc le produit scalaire de deux vecteurs n'importe où sur la variété. Quand on a un tel produit scalaire, on a une courbure qui s'appelle la courbure de Ricci, que je vais noter RIJ. Et puis, l'équation que Hamilton écrit, c'est de dire que la dérivée de GIJ par rapport au temps, alors là, bon, il a choisi une constante qui marche bien, c'est moins 2 fois cette courbure de Ricci, RIJ. Bon, ceci je n'explique pas du tout. Cette courbure de Ricci, c'est une combinaison, je dirais, effroyablement compliquée de GIJ, des dérivées premières de GIJ et des dérivées secondes de GIJ. Alors, si un géomètre différentiel arrive devant ceci, il va dire « Ah, la courbure de Ricci, oui, ça on sait ce que c'est, il n'y a pas de problème. » Si c'est un physicien qui vient voir, il va dire « Ah, la courbure de Ricci, ça c'est l'équation d'Einstein. » Et si c'est un spécialiste des équations différentielles, il va regarder, il va dire « Ben, que... » parce que l'équation, ou plutôt le système d'équations est vraiment effroyablement compliqué. Et l'idée de Hamilton, c'est de s'attaquer à ce système d'équations. Alors jusqu'à un certain point, ça marche. Il part, c'est un peu le même dessin que tantôt, mais maintenant c'est en dimension 3. Il part d'un espace de dimension 3 avec ce genre de bosse. Eh bien, en beaucoup d'endroits, l'espace va se déformer vers un espace qui ressemble à une sphère. Donc tout va bien. Mais tout ne va pas si bien que ça, parce qu'à un certain nombre de points, il se produit des accidents. Et l'accident, c'est qu'une pointe apparaît et file vers l'infini. Donc quand on suit cette équation différentielle, on regarde ce que font les solutions, on espère qu'on se déforme vers une sphère. Malheureusement, il y a des accidents, il y a des points comme ceci, il y a d'autres points où quelque chose comme ça pourrait arriver. Il y a des points où on pourra avoir quelque chose de ce genre-ci. Autrement dit, il y a des tas de points où les solutions de l'équation ne se comportent pas comme on veut. Et donc, a priori, on est coincé. Et beaucoup de gens se seraient dit, bon, ben, on est coincé, ça ne marche pas. Et ce que fait Hamilton, ben, c'est assez... à première vue, c'est une horreur quand on parle d'équations différentielles. Il dit, voilà, on a ce problème. Ceci part vers l'infini. Eh bien, je vais carrément couper. On enlève ce qui dépasse. Et ici, on met une petite demi-sphère, par exemple. Comme ceci. Et puis, on fait redémarrer l'équation. Le temps peut recommencer à avancer. Et ceci fonctionne, ce qui est tout à fait stupéfiant, je dirais, parce que vous avez une équation différentielle, donc vous attendez à ce qu'il y ait vraiment une solution et on suit cette solution. Ici, on suit la solution et quand il y a un problème, tout à fait artificiellement, on coupe et on part d'ailleurs et on recommence. Eh bien, dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas, disons, ça marche. Et puis, il y a des cas que Hamilton n'arrive pas à traiter. Donc, certains cas laissent Hamilton bloqué. Donc, il a fait ceci, commencé en 82, et il est resté bloqué assez longtemps. Et finalement, le résultat, la démonstration a été continuée et terminée sur base de ce programme-là par le russe Grigory Perelman.
Alors Perelman, ce n'est pas vraiment le même type de personnalité que Smale ou Hamilton. C'est un Russe assez introverti. Il s'est fait remarquer très jeune pour des résultats spectaculaires en mathématiques. Il a été passé quelques années aux États-Unis où il était invité dans différentes universités, mais finalement ça ne l'intéressait pas trop d'être aux États-Unis, donc malgré qu'on l'invitait à rester, il est retourné à Saint-Pétersbourg. On peut dire aussi que assez jeune, il a démontré une autre conjecture, tout à fait différente de celle-ci, mais qui avait quand même résisté 20 ans. Et pour ce résultat, la Société mathématique européenne lui a accordé un des prix qu'elle accorde tous les 4 ans. Et Perelman a refusé le prix en disant que pour lui, on faisait des mathématiques pour résoudre des problèmes et pas pour gagner des prix. Alors, après tout ça, il est retourné à Saint-Pétersbourg et on n'a plus entendu parler de lui pendant plusieurs années. Et puis brusquement, il a placé sur un site, qui est un site où les gens peuvent mettre des articles mathématiques. C'est un cycle qui s'appelle Archive. Donc c'est simplement un site web, quelque part aux États-Unis, et n'importe qui peut mettre un article mathématique là-dessus. Mais personne ne vérifie que les articles sont corrects ou pas. Donc on pourrait mettre n'importe quoi, en fait. On pourrait mettre des résultats faux. Ils l'acceptent parce que c'est dans leur nature, ils ne contrôlent pas les résultats. Et en 2002-2003, Perelman met 3 articles sur Archive. 3 articles qui font un total de 68 pages. Et les titres sont assez compliqués et ne mentionnent pas la conjecture de Poincaré. Alors, il met ses articles sur Archive. Bon, il a quelques amis avec qui il s'entend très bien aux États-Unis. Il leur envoie un message électronique en disant je vous signale que j'ai mis des articles sur Archive. Parce qu'évidemment, il y en a tellement que ça peut passer inaperçu. Alors, il faut évidemment des anecdotes qui vont là-dessus. Un de ses amis en Amérique, Gan Tian, d'origine chinoise, regarde ces articles et se dit mais à première vue, il démontre la conjecture de Poincaré. Ce qu'il ne dit pas vraiment. Alors il lui envoie un message électronique en disant est-ce que je comprends bien que tu démontres la conjecture de Poincaré? Et la réponse est simplement oui, amicalement, Grégory. Alors ces 68 pages sont formidablement condensées. Il manque des tas de morceaux à la démonstration. Bien souvent, il dit un calcul va nous montrer ceci. Mais il n'est pas le calcul. Ou bien il dit une construction similaire va nous montrer cela, mais il n'explique pas pourquoi. Alors les gens, quand même, comme Perelman est fort, commencent à se poser des questions là-dessus. Il est en particulier invité aux États-Unis pour faire quelques conférences. Il fait des conférences, on lui pose des questions concernant les trous, disons, dans ses articles, et chaque fois il répond sans problème. D'autres lui envoient des messages électroniques en disant ici comment est-ce qu'on fait, et il répond. Donc il donne vraiment l'impression de savoir beaucoup plus que ce qu'il y a dans les 68 pages, mais il fait savoir aussi que finalement il trouve qu'il a fait ce qu'il fallait pour la conjecture de Poincaré. Il ne va pas donner plus de détails, il ne va pas écrire d'autres articles et il ne va pas les soumettre à un journal, ce qu'on fait d'habitude. Et le résultat, c'est que une demi-douzaine de mathématiciens, en fait 3 équipes de 2, comme ça s'est fait, se sont mis à travailler, à essayer de compléter la démonstration de Perelman. Donc la démonstration apparaît avec tous ces trous en 2002-2003, et il faut 2-3 ans pour que des comptes rendus assez détaillés de la démonstration apparaissent et pour que les gens soient convaincus.
Je dirais par exemple que Hamilton, dont j'ai parlé, avait été invité à faire un exposé ici à l'ULB en 2004. Il a expliqué tous les principes, et puis évidemment tout le monde lui a posé la même question, est-ce que la démonstration est complète? Et il a dit très clairement qu'il ne pouvait pas répondre à la question. En gros, qu'il s'était mis d'accord avec Perelman pour dire que personne ne répondrait à la question avant qu'on soit certain. Pour donner une idée, un de ces duos de mathématiciens, à savoir Morgan Tian, ont rédigé un livre qui présente la démonstration. Alors dans ce livre, il y a d'abord une introduction qui présente tous les résultats, je dirais, nécessaires pour aborder les travaux de Perelman, et ça leur fait 150 pages d'introduction. Et puis, la démonstration en elle-même, c'est un petit supplément de 380 pages. Donc, les 68 pages, pour être expliquées de façon satisfaisante, nous mènent à ce paquet. Mais bon, il a fallu du temps. Alors, tous les 4 ans, il y a un grand congrès en mathématiques, qui est le Congrès international des mathématiciens. En général, il y a environ 4000 mathématiciens qui y concourent, et c'est là aussi qu'on attribue les médailles Fields. Alors, il y avait un congrès en 2006 à Madrid, et comme il y a quand même une espèce de buzz aussi parmi la communauté mathématique, tout le monde était là, il y avait un exposé de Hamilton qui était annoncé, et tout le monde se disait qu'est-ce qu'il va dire. Et très clairement, il a dit oui, la conjecture de Poincaré est démontrée, il n'y a plus de trous ou de détails qui n'ont pas été faits dans la rédaction faite par Morgan et Tian. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est lors de ces congrès qu'on attribue les médailles Fields. Comme je l'ai dit, c'est les plus hautes distinctions en mathématiques. On en attribue entre 2 et 4 tous les 4 ans. Et lors de la séance inaugurale, on annonce les lauréats de la médaille Fields de cette année-là. Perelman est un des lauréats, et on doit annoncer qu'il a décidé de refuser la médaille et que donc il n'est pas venu la chercher. Toujours fidèle à ses principes. Il y a encore 2 choses à dire. La première, c'est que j'ai mentionné que pour Poincaré, cette conjecture sur la sphère était un petit peu le point de départ d'une classification de tous les espaces de dimension 3. De même que dans le cas des surfaces, on emploie dans la démonstration de la classification le fait qu'une surface simplement connexe est la sphère. Donc, est-ce que maintenant la démonstration de la conjecture de Poincaré va permettre de trouver une classification de tous les espaces de dimension 3? En fait, l'histoire a pris un tour un peu imprévu avec les travaux d'un autre mathématicien dans les années 70, Thurston, donc disons vers 1970 et quelques. Thurston a donné non pas vraiment un ensemble de résultats, mais il a donné des résultats partiels et une conjecture, une autre conjecture, mais qui est plus large que la conjecture de Poincaré. En fait, la conjecture de Thurston, c'est que si on a un espace de dimension 3, on va pouvoir le découper en petits morceaux, et chacun de ces morceaux aura une géométrie bien précise dans une liste de 8 géométries possibles. Okay, pour les surfaces, on avait la courbure positive, nulle ou négative. On pouvait dire qu'il y avait 3 types de géométrie. Eh bien, pour Thurston, en dimension 3, il y a 8 types de géométrie. Et tout espace peut s'obtenir en collant ensemble les espaces de ces 8 géométries. Pour Thurston, c'est une conjecture.
Bon, pour la petite histoire, ça ne m'empêche pas non plus d'obtenir une médaille Fields, il y en avait plein dans ce sujet, alors qu'une bonne partie de ces résultats, en fait, n'étaient pas démontrés. Mais on a estimé que simplement l'espèce de vision qu'il avait avec ses géométries était suffisante pour montrer un talent exceptionnel. Eh bien, en fait, le troisième article de Perelman démontre la conjecture de Thurston. Donc, on a tout d'un coup, on a à la fois la conjecture de Poincaré et la conjecture de Thurston. Et donc, si vous voulez, on a maintenant une description de tous les espaces de dimension 3, évidemment plus compliquée que celle des surfaces, mais voilà. Alors, encore un complément à l'histoire. En l'an 2000, une fondation, qui s'appelle la fondation Clay, du nom de Landon Clay, qui est un Américain qui n'est pas un mathématicien, qui a en fait une fortune dans le commerce et qui a une fascination pour les mathématiques. Donc il a créé une fondation qui développe des cours, des centres de recherche, etc. Mais qui a aussi décidé en l'an 2000 d'attribuer des prix pour la résolution de grands problèmes. Et ils ont identifié 7 grands problèmes ouverts en mathématiques en disant voilà, ce sont les 7 prix du millénaire, ils les ont appelés, 7 grands problèmes dont on attend la solution. Et comme c'est très américain et une fondation, eh bien, ils offrent $1 million pour chacun des prix. Alors, la conjecture de Poincaré fait partie de la liste des prix. Alors, dès le départ, c'est un peu compliqué, parce que le règlement des prix dit qu'il faut d'abord que le résultat ait été publié dans un journal sérieux, et puis que pendant 2 ans, personne n'ait trouvé d'erreur. Et à ce moment-là, la fondation dit « Ok, la démonstration est correcte ». Alors, Perelman, il fausse un peu le jeu parce qu'il n'a pas publié ses résultats, il ne les a pas soumis à un journal. Mais quand on lit soigneusement le texte, on voit que ce qu'il faut, c'est que la démonstration ait été publiée. Et on ne dit pas que c'est l'auteur qui doit l'avoir publié. Donc ici, il y a d'autres personnes qui l'ont publié, et puis les 2 ans se sont écoulés, et en 2010, donc il y a quelques mois, la Fondation Clay a annoncé que, effectivement, il reconnaissait que la conjecture de Poincaré était démontrée, et que donc le prix correspondant était attribué à Perelman. Alors, bon, vous attendez peut-être à la suite. Il a refusé le prix, il a refusé $1 million, toujours en trouvant que finalement, c'est pas pour ça qu'il faisait des maths, c'était pour résoudre des problèmes. Il était très heureux d'avoir démontré la conjecture de Poincaré et le $1 million ne l'intéressait pas. Alors, pour conclure, je vais quand même remettre les choses en perspective. Il est évident que ce que j'ai présenté ici est extrêmement spectaculaire, concerne une histoire quand même exceptionnelle, un siècle de travail pour arriver à démontrer un théorème qui s'énonce très simplement, des personnages hauts en couleur comme Smale ou Perelman. Là, le développement de la recherche en mathématiques ne se résume pas à quelques personnalités exceptionnelles et à quelques résultats exceptionnels. En fait, pour donner une idée, on considère que dans le monde, il y a environ 100 000 mathématiciens professionnels, c'est-à-dire 100 000 personnes qui font de la recherche en mathématiques, qu'ils soient professeurs dans des universités ou chercheurs dans des instituts comme le FNRS, et que, donc, disons, il y a environ également 100 000 articles qui sont publiés chaque année avec de nouveaux développements en mathématiques. Et ceci, c'est comme ça que les mathématiques se développent. Je dirais, il y a un ensemble de travaux très étendus, de gens qui construisent progressivement un édifice, disons un grand mur avec un tas de petites briques, qui sont les mathématiques, et chacun s'appuie les uns sur les autres. Et puis, effectivement, il y a des histoires comme celle-ci qui sont évidemment tout à fait particulières, mais plutôt rares. Bon,
pour donner une idée tout à fait concrète aussi, quand on prend les étudiants qui ont fait des études de maths ici à l'ULB, eh bien, depuis quelques années, environ un tiers font une thèse de doctorat, c'est-à-dire commencent une carrière de recherche. Alors et maintenant, ça va être mon dernier petit transparent. Depuis que je fais des maths, je sais qu'il y a des grands problèmes. Et les grands problèmes, c'est le théorème de Fermat, c'est-à-dire un énoncé très simple concernant des nombres entiers. Ce théorème, il l'a écrit dans la marge d'un livre en 1637. Et les mathématiciens se sont cassés les dents pendant longtemps pour démontrer ce résultat. Et il a en fait été démontré en 1993 par White. Alors ici, on a la conjecture de Poincaré. Donc, 1904. Et puis, on peut dire 2003 ou 2006, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, pour moi, il y en a un troisième dans cette espèce de panthéon, c'est l'hypothèse de Riemann. Et l'hypothèse de Riemann a été énoncée par Riemann en 1859. Et voilà, et mon exposé s'arrête là. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui. Est-ce que fait Perelman aujourd'hui? On n'en sait trop rien en fait. Il vit à Saint-Pétersbourg dans un petit appartement avec sa mère. Il va à l'opéra régulièrement. Est-ce qu'il fait des maths? On n'en sait rien. Avant 2003, on ne savait pas non plus s'il faisait encore des maths ou pas. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Oui? Dans ces démonstrations, il continue à utiliser des genres d'équations dérivées partielles de la Hamilton. Oui. Ça continue à être l'outil. Oui, oui, c'est ça l'outil qui a mené à la conjecture. Encore maintenant. Oui. Oui, oui. Bon, mais je crois qu'on va arrêter là. Si des gens ont envie de poser des questions, ils peuvent venir bavarder ici. L'estrade, et on m'a dit de vous dire qu'à 9 h, on ne pouvait plus sortir du bâtiment.